Ancien président, Assemblée nationale. Approprié, équilibré, qui a tout ramassé. Et je crois qu'elle a balisé le chemin de notre session de mars 2020. Et donc voilà. J'ai pas entendu. Mais il a dit, il y aura des contrôles parlementaires, il y aura des interpellations, il y aura des questions essentielles de la vie économique. Donc voilà. Mais par rapport au rapport justement de... Les entreprises ou des établissements et services publics. Et quels sont les résultats que vous avez pris ensemble? Bon, le bilan de cette pandémie, le bilan est très sombre, vous le savez. On a parlé de tout à l'heure de près de 5000 morts au niveau international. Et il y a encore des cas qui sont enregistrés. Donc personne ne peut accepter ça. Il n'y a aucun pays qui peut laisser la population à l'abri de cette pandémie. Donc c'est tout à fait normal. Ce qu'on vous demande de prendre des mesures vraiment sécuritaires pour que la population n'en pâtit pas davantage. Donc il faut suivre la ligne de conduite que le ministère de la Santé donne. Donc je crois que c'est ce que je peux dire pour le moment. Par rapport au bilan, vous avez suivi qu'en RDC, jusque-là, il y a encore 3 cas. Donc voilà, ce que je peux vous dire, c'est ça. Merci. Mais je suis élu, c'est tout à fait normal. Il a touché tous les points, il a touché, n'est-ce pas, tous les secteurs. Donc maintenant, on va voir, vous avez suivi, qu'on va renforcer le contrôle parlementaire. Moi, en tant que membre de la dynamique des députés en action pour l'intérêt du peuple, on va pousser à travers le contrôle parlementaire pour que la population bénéficie réellement de ce qui lui revient au nom de l'intérêt général. Merci. Merci beaucoup. Les honorables députés nationaux, dont mon collègue le Premier vice-président, de la bonne gouvernance, la promotion, la crédibilité de notre système financier interne. À cet effet, sous les grands de notre pays, honorables députés, chers collègues, comme je ne cesse de le dire, et comme les députés me le rappellent, critiquent et ont un effet propre des pratiques du Congo qui se sont portées auprès des acteurs publics. Chers collègues, au fin de déterminer les peines applicables aux infractions prévues en décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la... C'est la nomination mandataire de l'État. Et au Meli Penja et Sali. Rappeler que nous allons examiner les rapports des institutions d'appui à la démocratie. J'ai cité la Commission électorale nationale indépendante, arrivée à fin mandat, qui a déposé son rapport le 31 octobre 2009, mais que l'agenda parlementaire antérieur n'avait pas permis d'examiner. Et il en va de même aussi pour la Commission des droits de l'homme. Honorables députés et chers collègues, je voudrais enfin souligner qu'au cours de cette session, l'Assemblée nationale va mener une intense activité dans le domaine de la diplomatie parlementaire, sous réserve bien sûr de l'évolution de l'éradication rapide de la pandémie à Covid-19. Ainsi qu'il en a été décidé lors de la 27e session de l'Assemblée
régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie tenue au Maroc en mai 2019, le Parlement de la RDC devrait abriter en mai 2020 la 28e session de l'Assemblée régionale Afrique de l'APF. Notre pays a également été retenu pour abriter en juin 2020 l'Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC. Je salue aussi différentes initiatives diplomatiques bilatérales avec certains pays qui ont pour but de renforcer notre coopération technique, et particulièrement le Parlement français, avec qui des pourparlers sont déjà fort avancés pour une coopération technique entre nos deux chambres. Toutes ces avancées et ces succès sont et visent avant tout au renforcement de la confiance envers les institutions de la République démocratique du Congo et à une meilleure compréhension du nouveau Congo post-électoral. Honorables députés et chers collègues, nous avons été à l'écoute de nos citoyens, de nos électeurs, durant ces vacances parlementaires, afin de continuer de bénéficier de leur confiance et de nous impliquer dans la recherche de solutions aux multiples problèmes qui sont les leurs. Pour la première fois dans l'histoire de l'Assemblée nationale et à la demande des députés, chaque membre du bureau a veillé personnellement à être présent sur terrain aux côtés de nos députés et à conduire des délégations parlementaires dans plusieurs provinces où se posent des problèmes spécifiques, à l'est, au centre ou à l'ouest de la République démocratique du Congo, en vue de nous rendre compte de la situation sanitaire, sociale et sécuritaire de nos compatriotes dans ces provinces. Et notre itinérance ne s'arrêtera pas là, car force est de constater à chacune de ces étapes que la situation sociale dans ces entités décentralisées pour nos frères et sœurs congolais reste préoccupante. Ainsi, en application des dispositions des articles 38 et 137 du règlement intérieur, il nous revient de déposer et exploiter les rapports des vacances parlementaires en vue de rendre compte de ces préoccupations et des attentes exprimées par ses compatriotes au niveau de décisions plus appropriées. Ceci rendra plus efficace la décentralisation par des outils concrets en vue de renforcer le sentiment d'appartenance à un État de droit et à une nation commune. Chers collègues, avant de terminer cette allocution, à la lumière des défis et des dangers qui se dressent devant nous, l'Assemblée nationale, en ce mois dédié à la femme, l'Assemblée nationale invite la classe politique et au travers d'elle, par nos élus, tout le peuple congolais et nos institutions à préserver ce qui nous réunit et à relativiser ce qui nous divise. Il devient donc urgent, impératif, de demeurer plus attentif à la cohésion nationale, plus exemplaire, loin des discours de haine et de méfiance ethnique. Sur ce, je déclare ouverte la session ordinaire de mars 2020. Que Dieu unisse et bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. De la Constitution et de l'article 64, alinéa 1.1 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Chers collègues, cependant, en vertu des derniers alinéas des articles ci-cités, l'ouverture de la présente session a lieu ce lundi 16 mars 2020, du fait que le 15 mars est tombé un dimanche. Ceci dit, permettez-moi, chers collègues, de prononcer à cette occasion, comme le veut la tradition, mon discours de circonstance. Honorable Président du Sénat et estimés collègues, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Procureur général près la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation,
Monsieur le Premier Président du Conseil d'État, Monsieur le Procureur Général près du Conseil d'État, Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire, Monsieur l'Auditeur Général des FRDC, Monsieur le Président du Conseil économique et social, honorables membres des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes des Nations Unies et des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale, Messieurs les représentants et chefs des confessions religieuses, Mesdames et Messieurs les membres des bureaux des assemblées provinciales, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Madame la bourgmestre de la commune de Lingwala, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, conformément aux dispositions des articles 115 de la Constitution et 64 de notre règlement intérieur, l'Assemblée nationale ouvre ce lundi 16 mars sa première session ordinaire de l'an 2020. Au nom des honorables députés nationaux, du bureau de l'Assemblée nationale et au mien propre, je vous souhaite à tous la bienvenue et vous remercie d'avoir accepté d'honorer de votre présence cette cérémonie de rentrée parlementaire. Comme vous l'avez sans doute suivi, le mardi 3 mars 2020, l'Assemblée nationale a perdu un de ses éminents membres en la personne de l'honorable Apalata, élu de la province du Bas-Ouélé, territoire d'Aketi, et président du groupe parlementaire MSG7. Je vous prie en sa mémoire de bien vouloir observer une minute de silence. Je vous remercie. Je saisis cette opportunité aussi pour élargir les condoléances de l'Assemblée nationale aux forces armées de la République démocratique du Congo qui ont récemment perdu un de leurs valeureux officiers en la personne du général-major Delphin Kaimbi, sous-chef d'état-major. Dans le même ordre d'idées, l'Assemblée nationale, au travers de moi-même et de notre secrétaire général, exprimons notre compassion à notre administration pour la perte de notre agent Timilalo Ewena. Honorables députés et chers collègues, il y a près d'un mois, notre Constitution, adoptée par référendum populaire et promulguée le 18 février 2006, a totalisé 14 ans d'existence. Notre loi des lois est désormais un acquis fondateur et une boussole essentielle de notre jeune démocratie, que tous nous citons pour défendre nos droits, affirmer nos devoirs républicains et que notre peuple congolais protège jalousement. Grâce à cette Constitution, nous avons assisté pour la première fois de notre histoire, en tant qu'État souverain, soit 60 ans en cette année, à une alternance apaisée entre un président de la République sortant, à savoir son Excellence Joseph Kabila Kabange, et un président de la République nouvellement élu, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce long cheminement vers la démocratie et l'état de droit dans notre pays, garanti par notre Constitution, ne s'est pas fait sans atermoiement. Il a fallu un sursaut patriotique et un sens élevé du devoir républicain de plusieurs éminents compatriotes pour arriver à ce stade. C'est ainsi qu'en cette séance solennelle, les ayant tous invités, suivant les possibilités d'avion et de transport, j'ai voulu honorer, en adressant une invitation spéciale, les anciens vice-présidents de la République ainsi que mes prédécesseurs pour leurs efforts louables de pacification, de réunification et d'adoption de la Constitution du 18 février 2006. À un moment critique et fragile de notre histoire, en dépit de leur diversité culturelle ou politique ou académique
Face à la patrie en danger, ils ont accepté de se dépasser, sinon de se surpasser. À présent, j'invite M. Azarias Roubenois Maniwa, vice-président honoraire de la République, représentant les autres vice-présidents honoraires vivants ou morts, à se mettre debout afin de recevoir les hommages de l'auguste Assemblée. Je vous remercie et je vous prie de vous asseoir. J'ai par ailleurs associé à cette cérémonie solennelle l'ancienne présidente et les anciens présidents de notre Chambre pour l'héritage laissé à cette institution, socle sur lequel nous nous élevons aujourd'hui. Chers honorables présidents honoraires, vous avez jeté les bases de notre pratique parlementaire et œuvré à la consolidation de notre jeune démocratie par votre leadership. La nation tout entière et l'Assemblée nationale ne cesseront de compter sur vous et spécialement sur votre expérience et vos sages conseils. Ils ne sont ni des mêmes provinces, ni des mêmes partis. Ils sont même parfois hors des partis, mais ont eu en commun l'amour et le respect du Congo. J'ai invité, s'ils sont présents dans la salle, je leur demande tour à tour de se lever. Nous avons invité son éminence, le cardinal honoraire Mosengo Passigna. Les honorables présidents Anjou Nibembe Philomène Omatuku Olivier Kamitatsu Echi. L'honorable Thomas Wakalo Senjola. L'honorable Vital Kamere. L'honorable Évariste Bochard. Et mon estimé prédécesseur et camarade Aubin Minamou. À ces salutations premières, en ce mois dédié à la femme, j'aimerais honorer avec ferveur les 50 femmes députées de l'Assemblée nationale, soit moins de 10% de l'hémicycle, mais aussi rendre hommage à leurs collègues hommes ici dans la salle qui ont accepté l'idée d'avoir plus de 2 femmes au bureau de l'Assemblée nationale, prouvant en cela que les hommes congolais n'attendent pas toujours et seulement le 8 mars pour nous honorer. De même, au terme de nos itinéraires, et pour rappeler que le monde rural existe en dehors de Kinshasa, nous saluons les délégations des assemblées provinciales ici présentes en leur demandant de se lever, particulièrement celles du Maniema, du Nord Kivu, du Sud Kivu conduites par leur président, ainsi celles de l'Ituri et de la Mongala sous la supervision des membres de leur bureau. S'ils sont présents, ils peuvent se lever. Chers collègues, la présente session s'ouvre dans un contexte particulier sur les plans sécuritaire, social et économique. Au plan sécuritaire, sous l'autorité du président de la République, chef des armées, le gouvernement vient de signer un accord de paix avec le FRPI, un des groupes armés qui opérait dans la province de l'Ituri. Tout en saluant cet accord, ayant été moi-même sur terrain aux côtés de nos députés, j'invite le gouvernement à tout mettre en œuvre pour qu'une paix durable règne dans la partie orientale de la République où ces atrocités ont assez duré. J'encourage le gouvernement à poursuivre donc l'offensive militaire pour délivrer enfin nos frères et sœurs de ces conflits. Ainsi, certains points d'insécurité nouveaux et d'autres récurrents doivent bénéficier d'une attention soutenue du gouvernement du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba.
et ce notamment dans les hauts plateaux du Sud Kivu, dans la deuxième ville de la RDC, qui est la ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga, dans le territoire de Nyunzu dans les provinces de Tanganyika, tandis que le Bas-Ouélé et le Haut-Ouélé attendent des mesures plus décisives et plus impactantes face au phénomène des éleveurs Bororo ainsi qu'à l'insécurité subséquente dans les territoires de Djougou, Mambasa, Irumu et Mahagi en Ituri. Honorables députés et chers collègues, pour me rendre compte de cette complexe situation de guerre asymétrique, de guerre terroriste, nous nous sommes rendus avec quelques collègues, toutes tendances confondues, et je les remercie ici, nous nous sommes rendus à Beni, et spécialement à Oicha, au Nord Kivu, épicentre malheureux d'une insécurité persistante et pluridécennale. Nous réaffirmons la compassion et l'entière solidarité de tous les élus de cette Chambre à ces populations meurtries. Toutefois, j'ai appelé la population à soutenir son armée, car aucune armée ne peut gagner sans le soutien de la population. Ici, j'aimerais que nous ayons une pensée émue pour ce jeune blessé de guerre dont je tais évidemment le nom, soldat FARDC, rencontré sur ce qu'on appelle un hôpital de guerre à Beni, qui me fixait droit dans les yeux avec flegme, et moi en tant que maman étant impressionnée par son état et ses blessures, il me regardait et m'a dit « Maman, je suis blessée, mais j'ai juste besoin de soins appropriés pour retourner au combat afin de défendre notre pays et protéger notre population. » Il manque un hôpital pour blessés de guerre des militaires à Beni. L'État ne devrait-il pas s'en émouvoir? Ne devrions-nous pas nous en émouvoir? Le patriotisme courageux de ce jeune soldat doit tous nous rendre humbles dans l'exécution de nos charges et nous appeler à soutenir sans réserve les FARDC, car c'est le gage de notre unité et notre survie nationale. Honorables députés et chers collègues, face à la détresse que nous avons rencontrée dans ces zones et ailleurs en République démocratique du Congo, je demande avec insistance au gouvernement d'élargir et renforcer son intervention humanitaire auprès de ce grand nombre de déplacés internes, généralement des femmes et des enfants. Honorables députés et chers collègues, dans le domaine de la santé, le monde entier est sous la menace de la contamination et de la propagation rapide de la pandémie de coronavirus, qui à ce jour compte près de 150 000 personnes infectées et plus de 500 000 morts dans près de 130 pays. Comme vous l'avez appris, la République démocratique du Congo n'a malheureusement pas échappé à cette règle, avec à ce jour 3 cas déclarés. L'Assemblée nationale exhorte le gouvernement à prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour préserver la santé de la population et renforcer les mesures déjà initiées. En effet, les conséquences sanitaires, économiques et financières des suites de la diffusion rapide du virus à l'échelle mondiale suscitent des inquiétudes. À cet effet, j'invite nos compatriotes à observer scrupuleusement les mesures sanitaires recommandées par le ministère de la Santé de notre gouvernement. En outre, je salue l'action menée par le Comité national multisectoriel de la riposte contre la maladie à virus Ebola, qui amorce sa dernière ligne droite en vue de l'éradication de cette grave épidémie dans notre pays. En effet, plus aucun cas confirmé d'Ebola n'a été enregistré depuis la sortie, le mardi 3 mars dernier, de la dernière patiente hospitalisée à Beni. Dès lors, bravo au Dr Muyembe Tamfou et à toute son équipe, ainsi qu'aux différents partenaires. Chers collègues, c'est dans ce cadre que votre bureau a invité le Dr Muyembe pour une séance académique demain, ici, avec toutes les mesures de protection nécessaires, à l'hémicycle, pour un point de mise à jour sur le sujet Ebola et la pandémie coronavirus. Honorables députés et chers collègues, dans cette suite, notre séance s'ouvre
dans un contexte socio-économique morose. En effet, selon les indices de la Banque centrale du Congo, l'activité économique a reculé par rapport à l'année dernière. Notre taux de croissance économique projeté, 4,6, est en recul face à celui de 5,8 l'année passée. La dépréciation de la monnaie nationale par rapport à l'année dernière a un impact négatif direct sur le pouvoir d'achat de nos populations, ce qui accroît sa douleur sociale. En RDC, si notre économie fragile est significativement soutenue par notre production minière, elle subit actuellement les effets négatifs du marché international avec une baisse sensible des prix des métaux, tels que le cobalt ou le cuivre, qui sont stratégiques pour la RDC. Faut-il se rappeler que cette économie, notre économie, est extravertie avec cette prépondérance du secteur minier. Ce secteur minier représente près de 90% de nos exportations, donc 40% en direction de la Chine. La Chine, notre premier partenaire commercial. Et ce pays est actuellement frappé par la pandémie et donc en probable ralentissement économique avec un effet de domino sur notre économie. Baisse des recettes extérieures entraînant peut-être baisse des recettes publiques fiscales. Cette baisse ne pourra-t-elle pas ouvrir la voie à un déficit accumulé des finances publiques avec comme corollaire une pression sur le marché des biens et services ainsi que sur le marché d'échange? La question mérite d'être posée. Cette dépendance de l'économie congolaise au choc externe ne nous invite-t-elle pas, en écho à l'exhortation de mon estimé collègue et président du Sénat, ne nous invite-t-elle pas à procéder enfin à une réflexion ou à un changement de modèle économique? Au regard de cette menace, la situation financière difficile appelle donc à une meilleure allocation des ressources, à une plus grande mobilisation des ressources internes, au maintien de la discipline budgétaire pour mettre fin au cycle de déficit favorisé par une lutte implacable contre la corruption dont je parlerai spécifiquement plus loin. L'Assemblée nationale envisage dans ce cadre d'inviter les responsables du gouvernement en charge du budget et des finances pour plus de clarté face à cette menace imprévue. Honorables députés et chers collègues, le vendredi 13 décembre dernier, en application de l'article 77 alinéa 3 de la Constitution, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, s'est adressé aux deux chambres réunies en congrès pour son discours sur l'état de la nation. À cette occasion, il interpellait nos institutions sur l'urgence de doter le pays de lois nécessaires à la mise en œuvre du programme du gouvernement et d'assurer le contrôle en vue de l'amélioration de la gouvernance. À titre de rappel, le président de la République a aussi évoqué des réformes incontournables qu'il nous faudra impulser. En attendant que le gouvernement nous transmette ses projets de loi pour la mise en œuvre de son programme et de nos engagements internationaux, l'Assemblée nationale va accorder la priorité à l'examen des propositions de loi jugées nécessaires au renforcement de l'État, à l'amélioration du climat des affaires, à la lutte contre la corruption, à la protection des droits humains et à l'exercice des libertés publiques. Honorables députés et chers collègues, au moment où s'ouvre cette session, votre bureau a enregistré près de 20 propositions de loi émanant des honorables députés nationaux. Certaines de ces initiatives législatives ont été soumises au gouvernement pour ses avis éventuels sur pied de l'article 130 de la Constitution. D'autres propositions font encore l'objet d'analyses approfondies, conformément à l'article 248 de notre règlement intérieur. Nous les soumettrons, le moment venu, à l'auguste Assemblée, au fur et à mesure que celles-ci sont jugées recevables. Honorables députés et chers collègues, de ces tournées ou rencontres avec le Congolais dit ordinaire, comme si nous étions extraordinaires, celui-ci attend des institutions de la République un effort incarné et réel en matière de lutte contre la corruption. Ce sera une des priorités de la présente législature. Ainsi, cette corruption sape la démocratie et l'état de droit.
Cette corruption entraîne des violations des droits de l'homme. Cette corruption fausse le jeu des marchés publics. Cette corruption prive le Congolais du bas, de la démocratie économique, au profit d'un club de puissants, tandis qu'elle handicape profondément le développement de notre pays. Pour cette raison, à la suite du président de la République, l'Assemblée nationale fera de cette lutte son agir politique en vue d'incarner et promouvoir la bonne gouvernance en République démocratique du Congo et mieux satisfaire nos populations à ce sujet. Ainsi, notre Chambre a voulu être concrète et cette Chambre examinera parmi ses priorités la proposition de loi modifiant et complétant le code pénal relatif à ce sujet et émanant de l'honorable Passy Zapanda, ainsi que la proposition de loi organique portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, initiative de l'honorable Henri Thomas Lokondo, présentée à la session antérieure. L'objectif visé est le renforcement des dispositifs répressifs et la mise en place d'un cadre institutionnel en amont destiné à prévenir ce fléau. Chers collègues, pensez-vous qu'un Congolais, où qu'il soit dans nos 26 provinces, est disposé à payer plus de taxes si le fruit de son effort est dilapidé dans des pratiques dommageables pour l'intérêt commun? Honorables députés et chers collègues, la protection aussi des droits des personnes, et particulièrement des personnes vulnérables, demeure un défi majeur dans notre pays. À cet égard, leur protection retiendra aussi notre attention au cours de cette session. La Constitution de la République, en son article 49, dispose de droits pour la personne avec handicap. Et à ce sujet, il est important de signaler que nous avons ratifié la Convention des Nations Unies pour la promotion et la protection des droits de la personne vivant avec handicap. Force est de constater qu'à ce jour, notre législation reste un peu en recul par rapport à cette exigence internationale. C'est dans ce cadre que l'Auguste Assemblée examinera la proposition de loi organique pour la promotion et la protection des droits des personnes vivant avec handicap, initiée par l'honorable Ève Bazaïta, ainsi que la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection et à la promotion des droits des peuples autochtones pygmées de l'honorable Rachidi Bukanga Uba. Dont il nous importe d'anticiper les effets des expériences et suggestions pour une amélioration effective. Ce discours, pour moi, il est meilleur. C'est un discours qui rejoint mes aspirations. Le Congo est en voie de disparaître. Il y a deux choses. Nous avons en face de ceux qui veulent nous prendre nos terres. Nous-mêmes, nous sommes en perte de vitesse avec notre culture. Il n'y a que deux choses. Il y a la terre et il y a la culture. Lorsque vous perdez et la terre et la culture, au finish, vous perdez votre identité. J'en appelle au peuple congolais. Nous sommes plus loin de perdre notre identité. Il s'ajoute encore un virus qui est la corruption. Donc, je suis tout à fait d'accord avec son discours, où elle insiste d'abord sur le contrôle parlementaire. C'est très important. Le contrôle parlementaire n'a de fondement que si et seulement si ça peut atténuer la corruption. Parce qu'aujourd'hui, la corruption, qu'on se le dise, c'est devenu un virus. Vous avez vu les programmes d'urgence des 100 jours du chef de l'État teintés de la corruption, des détournements, des vols à ciel ouvert. Ça veut dire que le pays est en difficulté d'ordre social. Le Congo risque aussi de disparaître socialement. Allez dans les marches. La misère est devenue visible. Ça ne se cache plus. À l'époque, les dictateurs cachaient la misère. Aujourd'hui, ce n'est plus une honte. Nous sommes en pleine misère. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'eau. Nous n'avons pas de quoi consommer en tant que tel. Donc rien ne marche dans ce pays. Tout est bloqué. Tout est bloqué. Je pense que cette session pourra faire l'objet d'une nouvelle intelligence.
Il nous faut une intelligence appropriée devant permettre, n'est-ce pas, à répondre aux besoins fondamentaux rapidement de notre peuple. Sinon, nous sommes déjà au bord de l'éclatement. Vous comprenez? Avec la corruption qui a élu domicile dans notre pays, c'est grave. C'est très grave. Où est notre culture? Où sont nos terres? Ce qui se passe à Beni, à Butembo, c'est quoi en fait? On veut nous ravir nos terres. Où est notre culture? La culture congolaise n'existe plus. Donc ça veut dire que l'identité congolaise est en voie de disparaître. Le Congo aujourd'hui, il faudrait que nous puissions nous comporter comme un médecin qui soigne avec les antibiotiques, afin de guérir vite les malades. Je vous remercie. Merci beaucoup. A été bien inspirée. Elle a ramassé l'ensemble des problèmes qui se posent au pays et à la population. Et bon, mais il reste maintenant à voir comment elle va démarrer la session. C'est vrai, nous avons un grand souci, nous avons une grande préoccupation, c'est les fameux coronavirus. Et vous avez même vu que pour avoir accès à l'enceinte de l'Assemblée nationale, il y a eu renforcement des mesures sanitaires. Eh bien, nous espérons que les choses vont se calmer et que la session se passera normalement. Après les vacances parlementaires, votre circonscription est confrontée à beaucoup de problèmes. Vous avez établi des rapports. Ouais. Quelle est votre implication, l'Assemblée nationale? Quelle serait l'implication pour étancher la misère de la population, la pauvreté, les problèmes qui se posent à Bongananga? Ok, j'ai dit dans un message adressé à ma population à mon retour à Kinshasa que je vais continuer à jouer mon rôle. On a toujours tendance à pointer du doigt seulement le gouvernement. Bon, c'est vrai, c'est son devoir de venir en aide aux entités, aux populations, mais il y a des choses qui requièrent seulement les idées et qui requièrent l'implication de chacun de nous dans la mesure de ses possibilités. Et pour ce qui me concerne, j'ai parlé avec l'ensemble de ma population, j'ai sillonné l'ensemble des secteurs, l'ensemble des groupements et des villages. J'ai recueilli l'essentiel des desiderata que j'ai couché dans un document que je considère comme étant ma feuille de route. Et je vais voir sur l'ensemble des préoccupations soulevées par la population quels sont les problèmes qui peuvent être résolus par moi, et quelles sont les solutions qui peuvent être trouvées par les instances dirigeantes du pays, les gouvernements principalement. Je jouerai donc mon rôle. Ce n'est pas le moment ni le temps de pointer un doigt accusateur sur chacun. Je crois que tout dépendra de la capacité, ma capacité en tant que député de Bongananga, de manager, de faire le lobbying, de contacter et de convaincre. Et je crois que je réussirai parce que Dieu m'a doté d'un peu de ces petites aptitudes-là. Et je tâcherai de les mettre en œuvre pour le bien de ma population, que j'aime beaucoup. L'accueil était fantastique. Il était au-dessus de mes attentes. Et quand on est accueilli comme ça, avec, comme j'ai dit, la joie de se retrouver chez soi, d'être aimé, d'être adulé, c'est une grande responsabilité. Je rentre avec un grand poids. J'ai tout Bongananga derrière mon dos. Et je suis en train de me demander si je saurais vraiment répondre à leurs attentes. Mais je sais qu'ayant l'appui de la population, ayant Dieu, parce que je pense que Dieu m'a doté d'une mission pour Bongananga, et lui me donnera la force de réussir. Et je suis confiant. J'ai encore 4 ans. J'ai encore 4 ans. Merci, honorable. Voilà, merci. Un discours conciliant, un discours qui a ramassé tous les problèmes qui se posent dans le pays, en commençant d'abord par la sécurité, qui est la base de tout développement. Aussi, les desiderata du peuple congolais dans son ensemble, que ce soit sur le plan social, sur le plan économique, et l'ensemble des problèmes a été souligné par le discours de Madame l'honorable présidente de l'Assemblée nationale. Le plus important, ce ne sont pas des discours. Et je vous l'ai toujours dit, c'est poser des actes. Par exemple, avec le vote de loi, tel que vous avez suivi, qu'il y a des lois vitales qui ont été programmées, entre autres celle de lutte contre la corruption, mais aussi l'effectivité du contrôle. Le contrôle doit être rigoureux.
passer du contrôle pédagogique au contrôle sanction. Ce n'est qu'à ce prix que le peuple congolais peut se retrouver. Parce qu'il y a des Congolais qui n'ont pas encore compris que le temps ont révolu et qu'ils doivent adopter un changement tout azimut de comportement pour la matérialisation du budget de 10 milliards. Elle a parlé au gouvernement de se mettre activement au travail pour que la paix regagne l'Est du Congo. Qu'en dites-vous par rapport à ça? Mais ça, c'est l'essentiel. Je vous ai dit, sans la sécurité, on ne peut pas parler développement, on ne peut pas parler économie. Ce que nous soutenons 100% nos forces armées de la République pour qu'ils puissent éradiquer une fois pour toutes tous ces groupes qui sèment l'insécurité à l'est du pays. Votre proposition de loi est retenue pour être exploitée pendant ces vacances. On peut en savoir les grands axes? Mais c'est tout simplement, l'essentiel, c'est de renforcer le code pénal qui est devenu désuète par rapport aux lois régionales, internationales et tout ce qui se fait dans les textes ratifiés par la République démocratique du Congo. Par cette proposition, nous avons voulu renforcer les sanctions contre tous les récalcitrants. Et surtout, ce qui importe, après le vote de la loi, c'est la mise en pratique de cette loi qui va permettre au peuple congolais de souffler.